L'auteur de l'attaque avortée dans le TGV Thalys est toujours en garde à vue. Ce Marocain de 26 ans, proche des milieux salafistes, affirme ne pas avoir voulu commettre un attentat, mais un simple braquage. La Grande-Bretagne et l'Iran ont repris leurs relations diplomatiques aujourd'hui. Réouverture des ambassades à Téhéran et à Londres et reprise très prochaine des échanges commerciaux entre les deux pays. Israël a-t-il failli passer à l'acte contre les centrales nucléaires iraniennes? Révélation choc ce week-end de l'ancien Premier ministre Ehud Barak, qui fut également ministre de la Défense en Israël. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir, ils sont présentés comme les héros du train Thalys Amsterdam-Paris depuis vendredi soir. Les cérémonies d'hommage se succèdent d'ailleurs, mais ces trois Américains et ce Britannique refusent pourtant d'être traités comme tels. Pourtant, le récit détaillé de ce qui s'est passé vendredi montre à quel point leur courage a sans doute permis d'éviter un véritable carnage. Julia Ganancia. C'est l'histoire de trois jeunes Américains, amis d'enfance, en vacances en Europe et qui rentreront aux États-Unis en héros. Alexander Skarlatos, Spencer Stone et Anthony Sedler ont empêché un carnage vendredi dans le Thalys Amsterdam-Paris. Alexander Skarlatos, 22 ans, une carrure imposante, est membre de la garde nationale de l'Oregon et venait de rentrer d'une mission de 9 mois en Afghanistan. Lorsque le maire d'Arras lui remet la médaille de la ville, le jeune Américain livre sa version des faits. J'ai entendu un coup de feu et une vitre qui se brisait, mais je n'ai pas réalisé ce que c'était jusqu'à ce qu'un employé du train nous dépasse en courant. C'est alors que je me suis retourné et que j'ai vu un gars avec une Kalachnikov qui entrait dans la cabine du train. Je suis arrivé et j'ai pris son fusil et on a commencé à lui donner des coups sur la tête jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Et puis nous l'avons attaché. Au moment de l'interpellation, un passager d'une cinquantaine d'années de nationalité franco-américaine est déjà blessé par le suspect lourdement armé. Alex Skarlatos et Spencer Stone, 23 ans, également militaires, originaires de Californie, se jettent sur lui. Mais dans la bagarre, Spencer Stone est blessé à coups de cutter. Épaulé par un autre de leurs amis, Anthony Sedler, et par un sexagénaire britannique, Chris Norman, les deux Américains arrivent finalement à désarmer et maîtriser le terroriste. Je ne me sens pas peur comme héros. S'il y a des héros, c'est Alexander Skarlatos et Spencer. Parce que sans Spencer, je pense qu'on sera tous morts. Spencer Stone est ensuite hospitalisé dans une clinique lilloise où il est opéré avec succès. Le ministre français de l'Intérieur salue son courage et rappelle qu'un premier voyageur français avait tenté de désarmer le suspect alors que celui-ci sortait des toilettes. Il a 28 ans et serait employé dans une banque aux Pays-Bas. Un voyageur français, voulant accéder aux toilettes de la voiture 12, s'est trouvé face à un individu porteur d'un fusil d'assaut Kalachnikov en bandoulière. Le voyageur français a tenté courageusement de le maîtriser avant que l'agresseur ne tire plusieurs coups de feu. Deux passagers américains sont alors intervenus et sont parvenus à maîtriser le tireur, à l'immobiliser au sol et à écarter son armement. L'acte héroïque des passagers a été salué à travers le monde, de Barack Obama à David Cameron. Chacun a souligné le courage des passagers. Les citoyens français, américains et anglais qui ont permis d'éviter le carnage seront reçus lundi matin à l'Élysée par François Hollande. Alors, Julia Ganancia, bonsoir. Bonsoir. Pour la première fois, ces trois héros américains, et dont le fameux Spencer, qui a joué un rôle très actif dans la maîtrise de ce terroriste, viennent de s'exprimer. C'était il y a quelques instants à l'ambassade américaine. Exactement, et on attendait surtout le témoignage de Spencer Stone qui, vous l'avez compris, a été touché. C'est celui qui a été le plus touché des trois puisqu'il a même failli perdre son pouce. Il a été donc opéré à Lille et il donnait à ce moment-là une conférence il y a une petite heure à l'ambassade américaine. Il a dû donc donner sa version des faits. Il explique qu'en fait il a été réveillé par du bruit. Il a entendu donc le principal suspect venir dans le wagon et il a été sorti de sa sieste à ce moment-là. Son ami Alex était à côté de lui, a commencé à le frapper et tous les trois, ils se sont mis sur le principal suspect, ils lui ont sauté dessus. Il dit qu'il a pensé à survivre et que la situation paraissait irréelle. Je vous propose qu'on écoute son témoignage, c'était il y a quelques instants. Ran down, tackled him,
Dès qu'on a entendu les coups de feu, nous avons tout de suite tous les trois sauté sur l'assaillant et nous avons commencé à le taper pour le désarmer. Ça ne nous paraissait pas réel, nous avions l'impression d'être dans un mauvais rêve. J'ai réalisé que j'étais blessé car je ne sentais pas mes doigts ni ma main, mais je savais que ce n'était pas grave. Il y avait un passager qui était plus blessé que moi. Il saignait beaucoup, donc je l'ai aidé à stopper le sang. Voilà donc Spencer Stone, dont on voit qu'il porte les séquelles évidemment de cette blessure à la main. Oui, un grand gaillard d'1,90 m et qui a été donc blessé. Il a été aussi blessé à la nuque à cause d'un cutter qu'utilisait le principal suspect. Mais il explique qu'il n'a pas eu mal, en tout cas qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il était blessé, même si sa main saignait beaucoup. Il s'est surtout tout de suite occupé d'un autre passager qui avait été blessé quelques instants après. Il a vu qu'il saignait beaucoup et il explique donc avoir mis sa main sur la gorge de cette personne, avoir enlevé sa chemise pour essayer de faire un garrot, d'arrêter le sang couler. Il dit voilà qu'il a attendu ensuite les secours et que tout ça est irréel. Il remercie la France, il remercie la police et les ambulances et toutes les équipes parce qu'il n'était pas dans son pays mais qu'on s'est beaucoup occupé de lui. Et voilà, il est actuellement finalement dans une situation qui le dépasse un peu, ce héros du jour. Merci Julia Ganancia. Alors on va s'intéresser maintenant au suspect, ce Marocain de 26 ans, proche des mouvements salafistes, qui a donc choisi dans sa ligne de défense de nier toute volonté de commettre un attentat, une stratégie qui avait déjà été utilisée par d'autres islamistes. Ce suspect était déjà fiché par les services de renseignement français. Son portrait signé Joseph Emmanuel. Ce sont les services secrets espagnols qui, les premiers, repèrent Ayoub El-Kazani, le responsable de l'attaque du Thalys. Nous sommes en février 2014. Le jeune Marocain réside alors à Algeciras. Il est arrivé en Espagne 7 ans plus tôt. À 2 reprises, il est interpellé pour trafic de cannabis. Il est condamné en 2013 à une amende, puis à une peine qu'il purge en liberté conditionnelle. Une période durant laquelle son discours sur le djihad se durcit et attire l'attention des services de renseignement espagnols qui le signalent à la France. El-Kazani fait alors l'objet d'une fiche de sûreté S, sans pour autant faire l'objet d'une surveillance rapprochée. Le Marocain de 26 ans rejoint d'ailleurs la Belgique sans passer par la France. On le retrouve en mai 2015 à Berlin, d'où il embarque pour un vol à destination d'Istanbul. Les services de sécurité espagnols le soupçonnent de s'être alors rendu en Syrie pour revenir en Europe, mais on ne sait pas quand exactement, on ne sait pas non plus s'il fait ou non partie d'un réseau islamiste. C'est à ces questions que devra répondre la justice française, mais également la justice belge, car El-Kazani fait désormais l'objet d'une double enquête. De son côté, le gouvernement français, par la voix de son ministre de l'Intérieur, a remercié les 2 Américains qui ont neutralisé El-Kazani. Bernard Cazeneuve en appelle à la prudence. Il appelle également à une mobilisation totale. Chacun le sait. Le niveau de menace auquel nous devons faire face est très élevé. Notre mobilisation est totale. C'est grâce à elle et grâce au sang-froid de chaque Français que nous continuerons à surmonter le risque terroriste. Le lien est donc fait par les plus hautes autorités entre l'attaque du Thalys et un acte de terrorisme. L'affaire ne semble pourtant pas si simple. El-Kazani ne démord pas de sa version des faits. Après plus de 24 heures de garde à vue dans les locaux de la DGSI, le tireur du Thalys jure à ses enquêteurs n'avoir jamais planifié d'attentat. Il déclare avoir simplement voulu braquer le TGV. Son arsenal de guerre, il dit l'avoir trouvé dans une valise abandonnée dans un parc proche de la gare de Bruxelles-Midi. Une ligne de défense déjà utilisée par d'autres djihadistes arrêtés, comme l'islamiste mis en examen dans le cadre de l'assassinat d'Aurélie Châtelain. Une ligne de défense dans laquelle, une fois aux mains de la police, les islamistes ne reconnaissent pas leur appartenance à la mouvance djihadiste. En ligne avec nous, Mohamed Sifaoui, bonsoir. Vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste justement de ces réseaux djihadistes. On a vu à l'instant la déclaration des 3 Américains qui ont affronté ce suspect. Pour eux, il n'y a aucun doute, il avait une motivation terroriste. Lui prétend le contraire. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, il se met sur cette ligne de défense ? Je pense que le sujet l'a très bien montré. Ce n'est pas la première fois qu'un djihadiste ou qu'un aspirant terroriste utilise cette ligne de défense. Avant lui, il y a eu récemment Yassine Sali, l'égorgeur
de M. Hervé Cornara en Isère qui tente et c'est une ligne de défense aussi, de réduire l'acte terroriste en un conflit entre employeurs et employés. Le tueur d'Aurélie Châtelain, Sidam Adeglam, est également sur la même ligne de défense. Donc si vous voulez, ce n'est pas nouveau. Alors ce n'est pas nouveau, c'est une attitude qui est enseignée, je dirais, dans une littérature qui est abondamment diffusée sur les réseaux internet qui sont consultés par ces aspirants djihadistes. Il y a notamment un document qui est intitulé Encyclopédie globale de sécurité et qui fait office de référence dans les milieux djihadistes. Et ce document de plusieurs centaines de pages enseigne entre autres à ces aspirants djihadistes de ne pas avouer, de ne pas, en fait, il leur dicte un comportement adopté devant des enquêteurs, devant des magistrats instructeurs, devant des juges lors d'un procès. Et ce qu'il leur est en tout cas enseigné, ce qu'il leur est conseillé, c'est de ne pas reconnaître le fait terroriste pour essayer d'alléger la peine, si je veux dire, et ne pas assumer finalement cette caractéristique terroriste qui est à juste titre une circonstance aggravante et donc qui est susceptible d'alourdir la peine. Donc c'est une ligne de défense, encore une fois, qui n'est pas nouvelle dans les réseaux djihadistes. Mohamed Sifawi, on voit bien qu'il était une nouvelle fois, il est question d'un aspirant djihadiste, comme vous dites, qui était suivi de près ou de loin, ça c'est quand même la question, par les services de renseignement. Ça veut dire qu'on a toujours finalement le même profil, des suspects potentiels, mais qu'on n'arrive pas finalement à localiser, à suivre jusqu'à leur passage à l'acte. Alors, dans le monde du terrorisme islamiste, il n'y a pas un profil type. Il y a des situations similaires, certes, mais il n'y a pas un profil type. Sinon, ça serait trop facile pour tout le monde. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a un volume très important, trop important, pour des services de renseignement qui sont en moyens et en nombre limité. C'est une question, je dirais, arithmétique pour simplifier la compréhension des téléspectateurs. On a juste un nombre important, probablement plusieurs centaines d'aspirants terroristes, plusieurs milliers à surveiller. Donc ces milliers à surveiller nécessitent des dizaines de milliers de personnes à mobiliser dans les services de sécurité. Et ces dizaines de milliers de personnes engendrent aussi un coût, engendrent une formation, engendrent une connaissance. On ne s'improvise pas spécialiste de ces réseaux, y compris dans les milieux policiers. Et je dirais la situation irako-syrienne a été un révélateur important de tous ces gens qui ont basculé, on le voit, pratiquement tous basculent à partir de 2010, 2011, 2012. Tous ces nouveaux profils, tous ces derniers, je dirais ces jeunes, qui sont séduits par le djihadisme, sont des gens qui basculent philosophiquement et qui basculent dans l'action armée à partir de l'explosion dans le théâtre irako-syrien. Merci Mohamed Sifawi. Je rappelle donc que vous êtes journaliste spécialisé dans ces réseaux djihadistes. La Grande-Bretagne et l'Iran ont de nouveau des relations diplomatiques ce soir. Réouverture quasi simultanée des ambassades cet après-midi à Londres et Téhéran. Les relations commerciales vont également s'intensifier, annoncent les Britanniques, dans la foulée, bien sûr, de l'accord sur le nucléaire iranien qui vient d'être conclu à Vienne. Léa Berdugo. De la part du gouvernement britannique, je suis fier de déclarer cette ambassade de nouveau ouverte. Le drapeau britannique de nouveau hissé à Téhéran. Après 4 ans de fermeture, l'ambassade du Royaume-Uni a rouvert en Iran. Dans le même temps, l'ambassade d'Iran à Londres a également rouvert ses portes. C'est la première visite d'un chef de la diplomatie britannique en Iran depuis 2003. Elle suit celle de plusieurs ministres européens venus à Téhéran après la signature de l'accord sur le nucléaire iranien. Ce compromis, signé le 14 juillet, prévoit de limiter le programme nucléaire iranien au domaine civil contre une levée progressive et réversible des sanctions internationales. Philip Hammond est venu accompagné de plusieurs responsables économiques. Il a expliqué vouloir encourager le commerce et les investissements une fois que les sanctions seront levées.
Pour le moment, il y a un manque de confiance et des sujets majeurs sur lesquels nous avons des différences de point de vue fondamentales. Mais l'importance symbolique de rouvrir nos ambassades, chacun dans le pays de l'autre, réside dans le fait que nous avons choisi de parler de ces différences, de dialoguer ensemble, pour trouver des terrains d'entente où nos intérêts se recoupent, où nous sommes d'accord. L'ambassade britannique avait été fermée en 2011 après avoir été saccagée par des manifestants favorables au président de l'époque, Mahmoud Ahmadinejad. Les relations entre les deux pays s'étaient déjà réchauffées après l'élection à la présidence iranienne d'Hassan Rouhani en juin 2013. Et on reparlera de l'Iran et du nucléaire dans une vingtaine de minutes avec les révélations chocs en Israël. Au Yémen, Al-Qaïda se serait emparé aujourd'hui d'une partie du port d'Aden, la grande ville portuaire du sud, théâtre de combats chaotiques depuis maintenant plusieurs mois. Le groupe terroriste qui a également été frappé par une nouvelle attaque de drones américains et qui a vu également lui filer entre les doigts l'otage britannique qu'il détenait depuis 2014. Un assaut a eu lieu la nuit dernière. Océane Nicole. Le drapeau d'Al-Qaïda flotte à Aden, la grande ville du sud du Yémen. Implantée depuis des années dans ce pays du sud de la péninsule arabique, l'organisation terroriste profite de la guerre civile pour renforcer son influence dans le pays. Ces derniers jours, des hommes de cette mouvance ont été repérés dans la ville portuaire, reprise aux Houthis en juillet dernier. Après avoir fait exploser plusieurs bâtiments administratifs, les terroristes patrouillaient armes à la main en toute liberté dans l'ouest d'Aden ce samedi. Et dans le même temps, un otage britannique a été libéré par les forces spéciales des Émirats arabes unis, présentes également dans la ville. Je me réjouis de confirmer qu'un otage britannique détenu au Yémen a été libéré par les forces des Émirats arabes unis. Nous sommes très reconnaissants envers les Émirats arabes unis pour leur aide. L'ex-otage, un expatrié du secteur pétrolier de 64 ans, avait été enlevé à Sahana par la mouvance islamiste en février 2014. Ce samedi, il a été conduit à Abu Dhabi. Il rejoindra Londres dans les prochains jours, une fois tous les examens médicaux effectués. Les autorités émirates ont présenté cette libération comme le témoignage de leur détermination à lutter contre le terrorisme. Alors on s'arrête un instant sur cette situation au Yémen qui est assez complexe. On va essayer d'y voir plus clair avec vous. Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Ancien officier dans le renseignement militaire pour Tsahal. D'abord, Al-Qaïda qui arrive aujourd'hui à s'emparer d'une partie du port d'Aden, ça paraît incroyable parce qu'on pensait justement que les forces saoudiennes et loyalistes avaient repris le contrôle d'Aden, mais Al-Qaïda peut comme ça frapper. Oui, alors vous avez dit que j'allais vous éclaircir la situation. La situation devient de plus en plus sombre et confuse avec l'entrée en scène effectivement d'un partenaire ou d'un protagoniste inattendu, Al-Qaïda, qui marque des points. C'est même, on peut dire, la plus grande victoire militaire d'Al-Qaïda depuis des mois, peut-être depuis 2-3 ans, de s'être emparé d'une partie, c'est un quartier d'Aden. Par où sont arrivées ces troupes d'Al-Qaïda? Est-ce par l'Érythrée, est-ce par voie marine? Très difficile à dire. Ce qui est important, c'est le symptôme, c'est-à-dire le symptôme libyen ou le syndrome libyen, une anarchie totale sur le terrain. Le fait que les Saoudiens et leurs alliés des Émirats marquent des points sur un certain plan ne cache pas la vraie image qui est celle d'un chaos total, d'une guerre civile où n'importe quelle organisation et des organisations même plus petites qu'Al-Qaïda réussissent à non seulement marquer des points mais à conquérir du territoire, à contrôler des zones importantes du pays. Alors on a vu également que Al-Qaïda avait subi un revers cette nuit puisqu'il y a un assaut qui a été donné par les forces spéciales des Émirats arabes unis pour libérer un otage britannique. Là aussi c'est une opération à votre avis qui est pilotée par les Occidentaux ou ce sont les Émirats seuls qui ont pu mener cette opération? Alors moi j'ai des doutes sur cette opération. Je pense que c'est une mise en scène. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. D'abord il n'est pas tout à fait certain qu'il était un otage d'Al-Qaïda. Il a pu être aussi un otage des Houthis, contrôlé par les Iraniens. Les Britanniques, l'otage est un Britannique. Ah oui. Les Britanniques ayant rouvert leur ambassade à Téhéran et tout le monde s'embrassant joyeusement, je pense qu'il y a eu un ordre donné d'en haut de l'Iran
pour faire libérer cet otage britannique, avec une mise en scène qui met tout le monde content, libéré par une opération commando qui, à mon avis, très hollywoodienne, et avec tout le respect pour les forces armées des Émirats, dans la situation dont nous venons de parler, réussir un tel coup sans que l'otage ait été tué avant qu'il pénètre là où il était tenu, ça me paraît un petit peu un conte de fées. Voilà, en plus il était retenu en otage depuis 2014 et il n'y a pas aucune image donc évidemment dont on dispose montrant justement ne serait-ce que sa photo aujourd'hui n'a été diffusée. Alors on parle maintenant d'une autre situation chaotique, on en dit un mot avec vous Raphaël Jérusalemi, c'est l'Égypte, puisqu'on a appris aujourd'hui que dans le Sinaï, eh bien, les forces égyptiennes auraient réussi à abattre le chef de la branche militaire de l'État islamique qui commet beaucoup d'attentats dans ce secteur. Il pourrait s'agir donc d'un des coups les plus rudes portés à l'État islamique dans le Sinaï. Il s'agit d'Abou al-Qassam. Ça aussi, c'est quelque chose qui serait un coup important. Oui, ça serait important. Je crois qu'on parle peu de ce qui se passe dans le Sinaï par rapport à ce qui s'y passe véritablement, c'est-à-dire une vraie guerre. Al-Sisi et les armées égyptiennes ont entrepris une campagne de très très grande envergure. Ils s'attaquent à un territoire énorme. Ils arrivent ici et là à déterrer vraiment de leur cave tous ces cellules terroristes. Ils ont quand même à faire face, dans le cas de Al-Qassem, à un mercenaire professionnel entraîné, payé par les frères musulmans égyptiens. Lui, il s'est identifié comme le chef de la province du Sinaï, une sorte de mini-califat allié à Daesh, à ISIS. Mais en fait, c'est un gangster qui travaille avec les Bédouins du coin et qui a d'ailleurs été responsable de plusieurs attentats au sein même du Caire, inclus des bâtiments de la sécurité nationale. Il est certain qu'il est un des number one, sinon le number one, sur la liste des hommes à éliminer dans le Sinaï. Je souhaite aux Égyptiens qu'ils aient réussi leur coup. Voilà, pour l'instant, là aussi, c'est pas encore confirmé. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, ancien officier donc, dans le renseignement militaire, pour cet éclairage. Les Corées du Nord et du Sud qui tentent de faire retomber la tension après les affrontements de ces derniers jours. Des pourparlers se sont poursuivis aujourd'hui pour tenter de ramener le calme le long du fameux 38e parallèle qui sert de ligne de cessez-le-feu entre les deux frères ennemis. Léa Volbert. Reprise des pourparlers entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Après plus de 10 heures de vaines négociations samedi, les deux parties ont consenti à entamer de nouvelles discussions. La menace d'un conflit armé plane dangereusement depuis plusieurs semaines déjà, depuis l'explosion d'une mine antipersonnel à la frontière au début du mois d'août. 2 soldats sud-coréens ont été mutilés. Séoul exige des excuses de Pyongyang, des excuses qui tardent à arriver. La Corée du Nord dément toute implication dans l'attentat. Pendant la réunion, la Corée du Nord et la Corée du Sud ont abordé les points de tension et les solutions envisagées pour renforcer les liens. Les discussions ont été stoppées dans la nuit de samedi et les deux parties se sont accordées pour reprendre les négociations ce dimanche. Autre pierre d'achoppement entre les deux pays, ces haut-parleurs placés le long de la frontière. À longueur de journée, depuis près d'une semaine, ils diffusent des messages hostiles à Kim Jong-un. Les deux armées sont en alerte maximale, à l'affût du moindre débordement. Je me sens très nerveux, ma famille se prépare aussi au pire maintenant. Nous avons stocké de la nourriture au cas où. J'espère que la réunion se finira vite et bien pour que les deux Corées puissent rapidement construire des relations stables. Pyongyang a récemment repositionné des unités d'artillerie. Des avions de chasse sud-coréens et américains effectuent régulièrement des exercices de simulation de bombardement. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué la reprise des négociations. Il appelle néanmoins les deux pays à redoubler d'efforts pour enfin ouvrir la voie à une désescalade des tensions. Encore plus de 4000 migrants secourus en Méditerranée ces dernières 24 heures par les navires italiens. Et sur terre, c'est en Macédoine que la situation reste la plus tendue pour ce petit pays des Balkans qui n'arrive plus à faire front. Maël Benoliel. Ils sont tous les jours un peu plus nombreux. Qu'ils viennent de Syrie, d'Afghanistan ou du Pakistan, ils n'ont qu'un souhait, fuir leur pays en guerre. Leur destination finale, l'Europe occidentale. Eh bien, nous sommes maintenant à la moitié de notre voyage. Nous avons traversé beaucoup de choses pendant ce voyage.
Maintenant, c'est la moitié du chemin. Nous sommes heureux parce que c'était un nouvel avenir pour nous. Mais nous sommes tristes d'avoir quitté la Syrie. Nos familles sont là-bas. Après avoir été retenus pendant plusieurs jours à la frontière gréco-macédonienne, plus de 6000 personnes sont parvenues à se rendre en Serbie ce week-end. À Miratovac, les migrants ont été pris en charge à leur arrivée par les autorités locales. Je pense que c'était fermé pendant 3 jours, mais aujourd'hui on vient d'arriver d'Athènes et c'est tant mieux. 24 heures, c'est le temps qu'il aura fallu à ces réfugiés pour traverser la Macédoine au départ de la localité de Gevgelija. À la gare de la ville, ils sont encore beaucoup à attendre les trains qui les conduiront jusqu'à la frontière serbe. Quelques 42 000 migrants, dont plus de 7 000 enfants, sont arrivés depuis la mi-juin en Macédoine. Dans la plupart des cas, ces hommes et ces femmes transitent d'abord par la Grèce, où les autorités se retrouvent débordées par l'afflux de personnes. Il serait 2000 à traverser chaque jour la frontière entre la Grèce et la Macédoine, selon les autorités. Je ne sais pas combien de personnes sont de l'autre côté de la frontière, mais je pense qu'ils vont être encore nombreux à la traverser. Donc encore plus de monde va arriver ici. Ça va être de pire en pire. Ce week-end, près de 4500 migrants ont dû être secourus par les autorités italiennes au large des côtes libyennes. Une des plus imposantes opérations de sauvetage jamais réalisées en l'espace d'une journée. Elle s'est achevée sans qu'aucune victime n'ait été signalée. Les Grecs, de leur côté, ont enregistré l'arrivée de plus de 160 000 migrants depuis le début de l'année civile. Un véritable show pour l'ancien ministre grec des Finances Varoufakis en visite en France aujourd'hui à l'invitation d'un autre ministre rebelle, Arnaud de Montebourg. Léa Berdugo. Ils ont été accueillis en rockstar. À Frangy-en-Bresse, les anciens ministres Yanis Varoufakis et Arnaud Montebourg ont foulé leurs premiers pas sous les applaudissements des curieux venus en masse. Près de 80 équipes de presse suivaient les deux anciens dirigeants. Il leur a fallu près de 20 minutes pour parcourir une centaine de mètres et rejoindre la mairie où ils ont eu droit à un accueil républicain. Pour l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg, Yanis Varoufakis est un invité de marque. Il est un témoin de ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Europe. Et les citoyens européens ont le droit de savoir. L'objectif de la visite de l'ancien ministre grec des Finances, parler de la lutte contre l'austérité en Europe. L'occasion pour Yanis Varoufakis de critiquer l'accord scellé entre la Grèce et ses créanciers. Le 12 juillet, notre gouvernement a dû capituler. Ce fut une capitulation de notre gouvernement, mais surtout une grande défaite pour la démocratie en Europe. Et je suis ici avec Arnaud et beaucoup d'amis pour discuter de quelle manière on peut revitaliser la démocratie européenne. Pour certains, cette fête de la rose est le rendez-vous des oubliés, manière d'ironiser sur le fait qu'aucun des deux hommes n'ait de fonction politique. Yanis Varoufakis, qui prônait une ligne dure face aux créanciers de la Grèce, a démissionné du gouvernement le 6 juillet, au lendemain du référendum sur les économies demandé à Athènes. Arnaud Montebourg avait lui été limogé l'année dernière après avoir critiqué la politique de François Hollande. Il avait déclaré alors se retirer de la vie politique. Une pause et on parle de l'Iran et des velléités militaires d'Israël envers ce pays. À tout de suite. L'auteur de l'attaque avortée dans le TGV Thalys est toujours en garde à vue. Ce Marocain de 26 ans, proche des milieux salafistes, nie avoir voulu commettre un attentat, mais il parle d'un braquage. La Grande-Bretagne et l'Iran ont repris leurs relations diplomatiques aujourd'hui. Réouverture des ambassades à Téhéran et Londres et reprise également des échanges commerciaux. Israël a-t-il failli passer à l'acte contre les centrales nucléaires iraniennes? Ce sont des révélations choc de l'ancien Premier ministre Ehud Barak, qui fut aussi ministre de la Défense. On en parle tout de suite. C'est la fameuse option militaire dont a plusieurs fois parlé Benyamin Netanyahou pour en finir avec la menace nucléaire iranienne. Mais ce ne sont pas que des mots. Des révélations choc faites ce week-end par les biographes d'Ehud Barak et qui ont pu être diffusées à la télévision israélienne, eh bien, n'en finissent pas de faire sensation. Maxime Pérez.
Quand il affirme qu'il fera tout pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, Benyamin Netanyahou ne bluffe donc pas. À 3 reprises au moins ces dernières années, le Premier ministre israélien a voulu déclencher des frappes contre les centrales nucléaires de Téhéran. Première tentative en 2010, Netanyahou et son ministre de la Défense, Ehud Barak, sont convaincus qu'il faut agir avant que l'Iran ne dissimule toutes ses centrifugeuses et que certains sites nucléaires ne deviennent hors d'atteinte. À l'époque, c'est l'armée alors dirigée par le général Gabi Ashkenazi qui retient l'échelon politique. Elle n'est pas prête. בפורום הזה שבעצם אנחנו רוצים לדעת מה המצב, אנחנו צריכים בסוף אמירה של הרמטכ"ל שהתוכנית כמו שהיא מבשילה עברה את הסף של יכולת מבצעית. אפשר לומר, יש יכולת מבצעית לעשות. והתשובה לא הייתה חיובית, אי אפשר להוציא מהם את הצירוף מילים האלה. L'année suivante, Benyamin Netanyahou tente de nouveau d'obtenir le feu vert de son cabinet. L'armée et les services de renseignement sont réticents, mais le Premier ministre laisse entendre qu'il dispose d'une majorité grâce au soutien de ses ministres, Yuval Steinitz et Moshe Ya'alon. En réalité, il vient de tenter un coup de force. לא, מציג את כל הדברים, כל הקשיים, כל הסימוכים, את כל המורכבות וזה, את הבעיות, כולל את האפשרות שיש ועידות, זה לא דברים נקיים לגמרי. ואתה רואה איך לנגד עינינו נמייסים גם בוגי וגם שטייניץ. אתה רואה על התגובות, על השאלות ביניים, על הזה, על הפנים, או שביבי לא עושה את הכנה, או שהוא לא העריך נכון כמה, מה זה נקרא תשובה כן אליו ולאנשים האלה. אבל זה אותו בוגי ושטייניץ שהיום, זה שואל את הציבור, הם הכי מיליטנטים בלכת לתקוף טיראן. Début 2012, Israël aurait envisagé une fois encore le recours à la force contre l'Iran. Mais à la même période, d'importantes manœuvres antiaériennes sont programmées avec les États-Unis. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Leon Panetta, prévoit même de venir superviser l'exercice. Les plans israéliens sont repoussés. אתה דורש מאמריקה לכבד את ריבונותך ולקבל החלטה שאתה תרצה לעשות את זה גם אם אמריקה מתנגדת וזה נגד האינטרסים שלה. אתה לא יכול למצוא עצמך בכיוון ההפוך, שאתה מנסה להכריח את אמריקה להשתתף בדיוק כשהיא פה בתרגיל שהוא ידוע מראש וככה זה הסתבך ב-2012. Les propos d'Ehud Barak nous plongent de façon inhabituelle dans les coulisses du cabinet de sécurité israélien. Entre hésitation et désaccord, mauvais concours de circonstances, les raisons qui ont poussé Israël à ne pas attaquer l'Iran sont multiples. Elles montrent que derrière son apparente fermeté, Benyamin Netanyahou est isolé. Alors, implication politique et évidemment militaire de ces révélations. On va en parler. Bonsoir Jacques Neria, expert pour les questions militaires du Moyen-Orient. On est avec Dror Evan Sapir, bonsoir, analyste politique, et Daniel Haïk également. Bonsoir à vous. Daniel, avant de rentrer dans le vif du sujet, quand même, Dror, il faut expliquer comment ces enregistrements sont aujourd'hui publiés. Parce que ça aussi, ça paraît étonnant. C'est des enregistrements qui devraient, semble-t-il, être classé secret, défense. Alors en fait, les deux biographes d'Ehud Barak, Ilan Kfir et Dani Dor, ont enregistré Ehud Barak, plusieurs heures d'enregistrement, pour, encore une fois, la publication de leur biographie de l'ancien Premier ministre israélien, ancien ministre de la Défense, ancien chef d'état-major. Ces enregistrements-là spécifiques qui concernent ces réunions confidentielles de ce que l'on appelait à l'époque le Forum des 8, c'est-à-dire les 8 ministres qui étaient censés prendre les décisions les plus sensibles en matière de politique étrangère et en matière de politique de sécurité et de défense, eh bien ces enregistrements, en principe, n'auraient dû jamais être rendus publics. Et Ehud Barak nous assure qu'il avait été surpris de leur diffusion par la deuxième chaîne de télévision israélienne, non seulement qu'il a été surpris, mais qu'il avait même tenté d'en empêcher la diffusion. Quel crédit apporter à ces propos d'Ehud Barak, ça, c'est aux téléspectateurs d'en juger. Parce qu'Ehud Barak savait qu'il était enregistré. Lorsqu'il répondait aux questions de ses biographes, de ces deux journalistes, il savait très bien qu'il l'enregistrait. Donc, est-ce qu'il poursuivait un certain but? On a l'impression un petit peu qu'il règle certains comptes avec certaines personnalités qu'il ne porte pas dans son cœur, c'est le moins qu'on puisse dire, comme l'ancien chef d'état-major Gabi Ashkenazi, comme les ministres Moshe Ya'alon et Yuval Steinitz, peut-être aussi indirectement contre Benyamin Netanyahou lui-même, qui ne sort pas vraiment grandi de ces révélations. Ça, c'est les questions qui concernent Ehud Barak, et puis il y a aussi les questions qui concernent Benyamin Netanyahou lui-même. Parce que ce que Barak nous dit, c'est que après cette première phase, au cours de laquelle l'armée
déclaré qu'elle n'était pas prête à une opération contre les centrales nucléaires iraniennes, eh bien, dans une seconde phase, comme par hasard d'ailleurs, suite à un changement à la tête de l'armée, lorsque Benny Gantz a remplacé Gabi Ashkenazi au poste de chef d'état-major de Tsahal, l'armée est à ce moment-là déclare qu'elle est prête à lancer une opération militaire contre les installations nucléaires de l'Iran. Et là, ça bloque au niveau politique. Ça bloque au niveau politique en raison, nous dit Barak, encore une fois, de 2 ministres sur lesquels Binyamin Netanyahou semblait pouvoir compter, Moshe Ya'alon et Yuval Steinitz, et qui ont retourné leur veste en quelque sorte, qui, effrayés, nous dit Barak, par les éventuelles conséquences d'une opération militaire en Iran, se déclarent contre. Mais à l'époque, les 3 principaux ministres, Netanyahou lui-même, Ehud Barak à la Défense et Avigdor Lieberman aux Affaires étrangères, étaient en faveur d'une opération militaire contre les installations nucléaires de l'Iran. Donc quand on a les 3 principaux ministres en faveur, est-ce que véritablement le fait que 2 ministres penchent de l'autre côté, 2 ministres à l'époque de moindre importance, est-ce que véritablement ça a suffi pour que toute la machine s'enraye ? La question à se poser, moi, mon avis personnel, c'est que Binyamin Netanyahou a toujours été, sur cette affaire iranienne, pris entre le sentiment d'avoir un rôle historique à jouer, empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire à tout prix, mais également, Binyamin Netanyahou a toujours été quelqu'un de très réticent face à l'usage de la force et de la force militaire. Elle a toujours été plus à l'aise dans le diplomatique, dans le politique, dans la rhétorique même, beaucoup plus que dans le militaire, et c'est peut-être ça qui, au bout du compte, a joué. Alors, Jacques Naria, vous qui connaissez bien les arcanes justement de ces cabinets de sécurité, J'adore ces fanfaronnades de Ehud Barak. Ouais. Je pense que c'est quelque chose d'inouï, c'est incroyable à lire, entendre ces propos. C'est comme si c'était, je dirais, le saint sauveur qui aurait dû être écouté, alors qu'on sait très bien que dans son histoire, il a plusieurs fois essayé de nous envoyer dans des aventures où Israël aurait été mis dans un état lamentable, comme par exemple durant à l'époque où il était le chef d'état-major, il avait proposé qu'on envahisse la Jordanie pour aller attaquer les Irakiens, donc pendant la guerre du Golfe. Donc c'était une entreprise que Shamir avait à l'époque tout à fait, le projet d'attaque avec Saddam Hussein qui a coûté la vie à 5 de nos meilleurs soldats ici d'élite. Donc et là, une troisième fois, on voit Ehud Barak en train qui entreprend un encensement et éloge personnel de son ego pour dire écoutez, moi j'étais tellement sûr qu'on aurait pu faire ce qu'il fallait faire avec l'Iran. Malheureusement, j'ai été empêché. Donc, je ne voudrais pas, moi, aller du côté politique, essayer d'expliquer, je dirais, le problème politique que cela pose. Mais ce qui est certain, c'est le sujet d'attaquer l'Iran était déjà connu par tout le monde. Déjà, l'ancien chef du Shabak, Diskin, le chef du Mossad, Dagan, avait dit très clairement qu'ils étaient opposés à ce schéma-là. Ils étaient opposés. Tout cela, pourquoi ? Parce qu'à supposer même qu'en 2010, on aurait attaqué l'Iran, qu'est-ce qu'on aurait fait ? On aurait retardé le programme nucléaire iranien de 2-3 ans, et aujourd'hui, on se serait retrouvé avec un Iran nucléaire. Eric ? Ouais, en fait, je crois que le grand sujet, c'est Ehud Barak. Et je pourrais parler de grandeur et de décadence d'Ehud Barak, ou de folie même des grandeurs d'Ehud Barak, une sorte de mégalomanie, si on peut exagérer même aussi, de la part de celui qui a été Premier ministre. Il faut rappeler qui était Ehud Barak. Je crois que tout Israélien qui a au moins une trentaine d'années, c'est on parlait d'Ehud Barak alors qu'il était à peine déjà commandant de l'unité d'élite des commandos Matkal. On parlait de lui déjà comme un futur chef d'état-major, mais pas seulement, comme un futur Premier ministre. C'était l'espoir du parti travailliste. Et je crois qu'à partir du moment où il a été au sommet de ses responsabilités, y compris au niveau militaire lorsqu'il a été chef d'état-major, il n'a pas été un véritablement trop bon chef d'état-major, mais surtout au niveau politique, il a totalement raté sa reconversion, on peut dire, et il a été un mauvais Premier ministre. Il faut rappeler qu'il a été Premier ministre c'est-à-dire après Binyamin Netanyahou en 1999, et que son gouvernement a battu les records de petite durée, c'est-à-dire qu'il n'a duré qu'environ 18 mois. Au bout de 18 mois, Ehud Barak a dû démissionner. En fait, il a fallu qu'il y ait de nouvelles élections. On élisait à l'époque le Premier ministre au suffrage universel direct, et il a été remplacé par Ariel Sharon en février 2001.
à chaque fois, Ehud Barak a été une sorte d'échec. On parlait. Vous voulez dire que c'était quelqu'un d'aigri qui prend sa revanche? Oui, c'est quelqu'un d'aigri qui aujourd'hui est un homme libre, on va dire un homme privé, qui fait, comme on dit, pour sa maison, c'est en Israël, c'est-à-dire qui est devenu excessivement riche, qui a des allures même de gens, on va dire, d'aristocrates israéliens, qui donne l'impression d'être déconnecté du reste de la population, en habitant très haut dans les tours d'Azrieli à Tel Aviv. Donc c'est un homme qui a aujourd'hui une mauvaise réputation. C'est un homme qui n'a pas réussi en politique et qui essaye de régler ses comptes. Il règle ses comptes avec Gabi Ashkenazi. On connaît en fait ici en Israël cette fameuse affaire du document Herpaz qui a pourri les relations entre Ehud Barak et Gabi Ashkenazi, l'ancien chef d'état-major, mais pas seulement. Il règle ses comptes également avec Moshe Yaalom, qui est son successeur, qui a commis l'erreur d'être son successeur et qui ne pouvait pas être aussi bien que lui. Il y a, je crois, quelque part, effectivement, une sorte de mégalomanie de la part d'Ehud Barak, et il y a deux problèmes. Il y a la problématique de savoir est-ce que véritablement les Israéliens avaient l'intention d'attaquer, ou alors ils ont fait croire qu'ils avaient l'intention d'attaquer. Ça, c'est un premier problème concernant le nucléaire iranien. Et le deuxième problème, c'est la révélation, et ces révélations, la facilité avec laquelle ces révélations ont été faites, et de quelle manière cela peut avoir des répercussions, parce qu'il est clair que si le contenu de réunions ultra secrètes du forum le plus restreint et le plus secret de l'État d'Israël sont révélées, eh bien cela va remettre ça va créer une crise de confiance au plus haut niveau de l'État, et cela va risquer d'hypothéquer certaines décisions par l'avenir aussi. Donc il y a une problématique, une double problématique. Personnellement, j'ai le sentiment que Binyamin Netanyahou, pour ce qui est du nucléaire iranien, a toujours préféré faire croire que les Israéliens allaient attaquer que d'attaquer. C'est-à-dire il a peut-être pris les dispositions, mais il fallait faire croire aux Américains que les Israéliens allaient attaquer, et on a vu que finalement cela a porté ses fruits. À l'époque, en 2011-2012, cela a porté des fruits, puisque finalement les puissances occidentales ont durci les fameuses sanctions qui ont été levées avec l'accord de Vienne. Elles ont durci les sanctions, et Binyamin Netanyahou, à ce moment-là, a réussi à faire croire aux Occidentaux qu'il était en passe d'attaquer. Et c'est le plus important. Du point de vue de Binyamin Netanyahou, même cette aggravation des sanctions est un échec en quelque sorte, puisque effectivement les sanctions ont amené les Iraniens à la table des négociations et ont entraîné les Iraniens à lâcher du lest et à consentir à un certain nombre de compromis. Mais puisque Binyamin Netanyahou lui-même considère que l'accord qui a été conclu à Vienne est un mauvais accord, est un accord dangereux, eh bien, même ces sanctions, qui est peut-être le seul acquis d'Israël sur le plan diplomatique concernant l'Iran, eh bien, même ces sanctions n'ont pas suffi. Donc là, on n'a pas eu d'attaque militaire. Et effectivement, comme l'a dit Jacques Nerian, même si l'attaque avait été réussie, eh bien, elle n'aurait eu pour effet que de retarder de 2 ans la progression des Iraniens vers la bombe. Mais au niveau diplomatique, au niveau des sanctions économiques, du point de vue même de Binyamin Netanyahou, ça n'a pas suffi, puisque l'accord qui a été conclu entre l'Iran et les grandes puissances est un mauvais accord, nous dit matin, midi et soir le Premier ministre israélien. Ce qu'il y a d'important ici, au-delà de la politique, il faut se rappeler un point très clair. La projection de la puissance israélienne est là. Israël peut, s'il le veut, attaquer l'Iran et attaquer tout le complexe nucléaire. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, le fait d'avoir joué ou d'avoir manipulé cette option-là face aux Américains ou face aux Occidentaux pour avoir des gains politiques ou autres diplomatiques, je dirais, ne nie en rien la capacité d'Israël, de Tzahal, donc d'attaquer l'Iran, si jamais dans la période qui va venir, il va s'avérer que l'Iran ne respecte pas ces accords. Un chiffre, les préparatifs militaires, quel qu'en soit l'objectif, qu'ils aient été véritables, à savoir que véritablement l'armée se préparait à une opération contre les installations nucléaires de l'Iran, ou qu'elles aient eu comme objectif de faire croire qu'Israël était prêt à passer à l'acte et à attaquer les installations nucléaires iraniennes, eh bien, ces préparations ont coûté aux contribuables israéliens la bagatelle de 16 milliards d'euros, de shekels. Et si jamais on analyse les prochains budgets, on remarquera qu'il y a une grosse somme qui est dédiée, je dirais, à ce sujet. Encore une fois, ça peut être tout à fait légitime si effectivement il faut faire croire et montrer à la communauté internationale qu'Israël peut à tout moment passer à l'acte. Il faudrait préciser aussi qu'au niveau des opposants à cette opération militaire,
il n'y avait pas seulement le chef d'état-major Gabi Ashkenazi, même Benny Gantz, lorsqu'il est devenu chef d'état-major, a dit que l'armée était prête, mais que lui ne souhaitait pas qu'il y ait une attaque. Et par ailleurs, tous les services, c'est-à-dire du côté le Shin Bet, d'un côté avec Yuval Diskin, et le Mossad avec à l'époque Meir Dagan, étaient absolument opposés. Et dans la deuxième équipe, lorsque Benny Gantz est devenu chef d'état-major, il y avait Pardo, le chef du Mossad, était aussi opposé, ainsi que Yoram Cohen, le chef du Shin Bet. Donc tout le monde, et le chef des renseignements militaires, il y avait plusieurs généraux qui étaient opposés. Donc un consensus des responsables de la défense nationale de ne pas attaquer. Donc difficile pour un Premier ministre ou pour un ministre de la Défense d'aller contre l'ensemble des professionnels Donc il est très facile de critiquer maintenant quand on est de l'extérieur et de dire que si moi j'étais responsable, j'aurais fait ça autrement. La preuve que quand il était responsable, il l'a fait autrement, il a échoué totalement. Ça me rappelle comment Ehud Barak a interprété le refus de la proposition qu'il avait faite à l'époque de Camp David en juillet 2000 à Yasser Arafat, en disant qu'il avait tout préparé pour lever le voile sur les véritables intentions de Yasser Arafat à l'époque. Ça rappelle cela pour aussi. Ne pas clore tout à fait ce dossier iranien, je vous propose de regarder ce reportage qui est étonnant aussi, qui nous ramène à l'époque où Israël et l'Iran entretenaient de bonnes relations, c'est-à-dire juste avant la révolution islamique de 79. Le Mossad aurait été sollicité à l'époque par le régime du Shah d'Iran pour une mission très particulière. Reportage Ayman Siksik avec Maël Benoliel. L'Iran au milieu des années 1970. Alors qu'un vent de révolution islamique souffle déjà dans les rues de Téhéran, un nouveau dirigeant religieux accède à la tête du pays, l'ayatollah Khomeini. Son seul but, changer à jamais le futur de son pays. Mais le Shah ne l'entend pas de cette oreille et ordonne son exil. L'ayatollah s'installe à Paris. Mais pour les dirigeants iraniens, ce n'est pas suffisant. Ils veulent le voir mort. C'est à ce moment qu'ils se décident de se tourner vers Israël. C'est Shapour Bakhtiar qui s'est adressé à nous. Il avait été nommé Premier ministre en 1979 par le Shah. Il désespérait de trouver un moyen pour stopper les attaques de la révolution islamique de Khomeini. Je pense que l'histoire nous a montré qu'il avait probablement mieux compris la situation que le reste d'entre nous. Mais Israël a des accords stratégiques avec l'Iran, des accords qu'Alper appelle la diplomatie secrète. Cet ancien agent du Mossad est à l'époque à la tête du bureau chargé de la question iranienne. Il fait même partie de l'équipe qui s'oppose à l'assassinat de Khomeini. Devant le refus d'Israël, les officiels iraniens se tournent alors vers la CIA, le MI6 et les services français. Mais sans succès non plus. Je me souviens m'être dit que si j'avais su à ce moment-là ce que je sais maintenant, j'aurais donné une réponse plus concrète. On peut facilement imaginer que si Khomeini avait été retiré définitivement de la scène avant de ne pouvoir revenir en Iran, le cours de l'histoire aurait sûrement été changé. Et l'histoire est telle, selon Alper, que c'est un ancien allié qui affecte aujourd'hui l'approche israélienne face à l'Iran, les États-Unis. Quand le président Obama parle de la contribution de l'Iran à la stabilité au Moyen-Orient, quand l'armée américaine collabore avec l'Iran pour combattre Daesh en Irak, eh bien Israël analyse la situation et se sent trahi, surtout parce que la majorité d'entre nous ne croit pas à cette version de l'Iran. Car malgré la forte opposition du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, les États-Unis n'ont pas hésité à signer un accord sur le nucléaire qualifié d'historique avec l'Iran. Quand on regarde notre frontière nord, où il y a juste 3 mois, un général iranien travaillant pour le Hezbollah a été tué lors d'un raid israélien, on voit l'Iran. L'Iran qui héberge des mandataires chiites afghans et pakistanais travaillant là-bas avec le Hezbollah. Si vous prêtez attention à la rhétorique autour de l'accord avec l'Iran, personne ne parle de cela. Malgré tout, l'ancien agent du Mossad se veut optimiste. Je peux vous garantir que si demain le leader suprême Khamenei changeait d'avis et déclarait qu'il avait fait une erreur à propos d'Israël, nous serions prêts à leur parler. Il y aurait même une longue liste d'Israéliens qui voudraient y aller pour les affaires. Quand vous avez affaire à un pays comme celui-là, où vous avez de sérieux intérêts financiers et stratégiques, quand vous voulez préserver ces intérêts, vous devez aussi comprendre que vous avez besoin de services de renseignement compétents, qui savent ce qui se passe en coulisses. Mais aussi Alper le promet, Israël et son ancien employeur se tiennent prêts à toutes les possibilités.
Alors, un mot, Jacques Naria? Oui, alors moi je préfère m'attarder sur la dernière partie des propos de Yossi Alper pour dire très simplement que la célèbre théorie de Ben Gurion qui prônait la Turquie, l'Iran et Israël, le triangle qui va encercler le monde arabe, donc un second encerclement avec l'Éthiopie au sud, donc tout cela avait poussé Israël à un transfert de technologie énorme vers l'Iran. Et aujourd'hui, ce que l'Iran est en train de développer, c'est à partir de technologies militaires et autres qui ont été délivrées par Israël. Dans le nucléaire, je ne dirais pas aussi loin que ça, mais dans tout le domaine classique, tout cela est certainement là-bas. Merci Jacques Neria, merci Dror Evan-Sapir, Daniel Haïk, voilà donc pour ces révélations choc qui ont fait sensation ce week-end en Israël à propos du dossier iranien. Le sport et le maître incontesté du 100 mètres reste le sprinter jamaïcain Usain Bolt. Il a conservé son titre de champion du monde, c'était tout à l'heure à Pékin. Victoire en 9,79, pas de record du monde, mais une course très serrée devant l'américain Gatlin. Et un autre jeune américain ainsi qu'un Canadien qui monte également sur le podium, Solal Azerwal. Usain Bolt reste l'homme le plus rapide du monde. 9 secondes 79, c'est le temps qu'il lui a fallu pour parcourir ses 100 mètres et décrocher son 3e titre de champion du monde. Usain Bolt franchit la ligne d'arrivée 1/100 de seconde devant Justin Gatlin. Pourtant donné favori, l'Américain n'a jamais effrayé le Jamaïcain. Athlète le plus médaillé et le plus titré de l'histoire des mondiaux, Usain Bolt avait déclaré n'avoir jamais eu le moindre respect pour son rival, un ancien dopé suspendu des compétitions internationales pendant 4 ans. Fort de 8 titres mondiaux et 6 titres olympiques, Usain Bolt détient le record absolu du 100 mètres parcouru en 9 secondes 58. Après Berlin en 2009 et Moscou en 2013, le Jamaïcain écrit une nouvelle page de sa légende à Pékin. Il avait d'ailleurs commencé à l'écrire dans la capitale chinoise. Lors des Jeux olympiques de 2008, Usain Bolt avait battu 3 records du monde en décrochant les titres du 100 mètres, du 200 mètres et du relais 4 x 100 mètres. 6 ans plus tard, le roi du sprint conserve son trône. Au Liban et à Beyrouth ce soir, nouveaux incidents lors d'une manifestation entre la population qui proteste contre la manière dont les ordures sont ramassées, c'est-à-dire qu'elles ne sont tout simplement plus ramassées depuis des semaines en raison d'un litige portant sur l'exploitation d'une décharge. Mais cela révèle en fait un vrai problème politique. Julia Ganancia. Ils sont des milliers à manifester près du Parlement. Tous protestent contre l'incapacité du gouvernement à régler le problème des ordures ménagères qui encombrent les rues depuis plusieurs semaines. Et face à l'inaction des autorités, les revendications deviennent plus politiques. Nous sommes ici aujourd'hui contre le sectarisme du gouvernement libanais, notre parlement de voleurs qui a fait les poches de la population, forçant notre jeunesse à émigrer. Nous protestons donc contre le chômage, la pauvreté, la faim. Nous n'avons aucune électricité ni eau et la seule chose qu'ils savent faire, c'est nous repousser avec des jets d'eau quand chez nous il n'y a même pas d'eau courante. La manifestation a dégénéré quand un groupe de protestataires a lancé des bouteilles et des projectiles sur les forces de sécurité qui ont fait usage de grenades lacrymogènes et de canons à eau pour les disperser. Placé en première ligne de cette crise, le Premier ministre libanais a appelé au calme, même s'il reconnaît qu'un usage excessif de la force a été déployé contre les protestataires. Oui, la crise des ordures a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il ne s'agit pas uniquement de la crise des ordures. Le problème, ce sont les ordures politiques de ce pays. Pour la première fois depuis la fin de la guerre civile, le Liban est sans chef de l'État depuis plus d'1 an. Le Parlement est paralysé par les divisions, elles-mêmes exacerbées par les dissensions sur la guerre en Syrie. Le pays du Cèdre est écartelé entre la coalition menée par le puissant Hezbollah chiite et soutenue par Damas et Téhéran et celle dirigée par l'ex-premier ministre sunnite appuyé par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Les raisons ne manquent pas pour se soulever contre la classe politique. Au problème endémique des ordures s'ajoutent les coupures de courant de plus en plus nombreuses ou l'impact de la présence de plus d'1 million de réfugiés syriens sur le territoire. À la rubrique Carnet Rose à présent, naissance exceptionnelle au zoo de Washington ce week-end. Des bébés pandas géants sont venus au monde après l'insémination d'une femelle, des jumeaux. C'est un événement extrêmement rare en captivité qui plus est. Joseph Emmanuel.
C'est accroupi dans sa cage que Mei donne naissance à 2 bébés. Mei est un panda géant de 17 ans. Elle vit dans le zoo de Washington. Il y a 2 ans, elle a accouché du petit Bao Bao, devenu depuis la coqueluche des visiteurs. Cette fois, Mei a été inséminée artificiellement avec la semence d'un panda géant vivant en Chine. C'était en avril dernier. Aujourd'hui, le directeur du zoo affirme que l'accouchement s'est bien passé. Nous avons pu observer des mouvements de la queue ou des signalements de la queue. Il y a eu évidemment des moments où elle s'est accroupie et elle a accouché des bébés comme il faut, les a ramassés correctement. Il y a 3 ans, Mei a accouché d'un bébé qui allait mourir après 6 jours. Le premier mois est une période très sensible chez ce mammifère. Le bébé s'est exprimé et nous a montré tous les signes prouvant qu'il est en bonne santé. La maman est une excellente mère. On connaît déjà le prénom de l'un des bébés. Il s'appelle Rose, même si l'on ne connaît pas encore son sexe. Les 2 ont la taille d'une souris adulte. Les naissances en captivité sont rares pour cette espèce considérée comme une espèce en danger. Avec sa fourrure moelleuse comme celle d'une peluche, ses mouvements espiègles et une façon de mastiquer semblable à la nôtre, le panda géant fascine. Il serait moins de 2000 à vivre encore en liberté. Dans la nature, ce mammifère géant, proche de l'ours par sa génétique, se nourrit exclusivement de bambou. L'une de ses nombreuses particularités est de posséder 6 doigts, mais plus qu'une particularité physique, le panda géant est pour le public un symbole d'amitié et de paix. On va se retrouver dans une dizaine de minutes pour la suite. On parlera notamment du nouveau coup politique tenté par Mahmoud Abbas à Ramallah avec sa démission de la tête de l'OLP. Dans un instant, nouveau point complet sur l'actualité avec Sarah Gaudron. À tout à l'heure. La suite du Grand Direct et on va tenter de savoir ce qui se passe au sein de l'OLP à Ramallah. Mahmoud Abbas a démissionné de son poste de chef du mouvement, mais il reste président de l'autorité palestinienne. Il souhaite organiser de nouvelles élections au sein donc de l'OLP. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord, reportage à Ramallah, signé Mohamed Al-Kassim avec Léa Volbert. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a démissionné samedi soir de son poste de chef de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, à la suite d'une réunion à Ramallah. Abbas était entré en fonction au gouvernement de Ramallah en 2005, 1 an seulement après être devenu chef de l'OLP. Au moins 9 autres membres exécutifs de l'OLP ont suivi l'exemple d'Abbas, ouvrant la voie au Conseil national palestinien pour que celui-ci se réunisse dans les 30 prochains jours. Le but, forcer de nouvelles élections internes et sélectionner le nouveau comité exécutif de l'OLP. Abbas reste à son poste de président de l'autorité palestinienne, tandis que le négociateur en chef de l'OLP, Saeb Erekat, a été élu secrétaire général de l'OLP lors de cette même réunion. Le comité exécutif de l'OLP a accepté de convoquer une session extraordinaire du Conseil national palestinien et nous demandons que le chef du Conseil national palestinien organise une telle session extraordinaire aussi vite que possible et en accord avec les lois de l'OLP. Que cache ce remaniement ? Abbas n'a toujours pas donné de raison à ses démissions. Des spécialistes affirment qu'il s'agirait peut-être de son âge avancé ou du mécontentement face au blocage des négociations de paix avec Israël. Ahmad Majdalani, un autre membre exécutif de l'OLP qui a démissionné en même temps qu'Abbas, réfute ces affirmations. Pour lui, l'autorité palestinienne redoute un cessez-le-feu à long terme entre le Hamas et Israël, un cessez-le-feu qui pourrait marginaliser l'autorité palestinienne et créer une seconde autorité miroir à Gaza. Il est évident que le Hamas a ses propres intentions. Ses membres ont entamé des négociations directes et indirectes avec Israël afin de pouvoir conclure une trêve de longue durée. Trêve qui pourrait mener à la création d'une entité politique pour les frères musulmans à Gaza. Le comité exécutif est la plus haute instance décisionnaire de l'OLP. Il est le seul habilité à négocier avec Israël au nom des Palestiniens. Alors pour en parler avec nous, Ali Waqued, bonsoir, analyste du monde arabe sur i24 News. C'est une affaire très technique, mais il y a aussi des motivations politiques derrière ?
Il y a bien sûr des motivations techniques. Abou Mazen il fait face à un blocus et sur le plan des négociations avec Israël et sur le plan de réconciliation avec le Hamas. Un plan qui devient de plus en plus sensible et délicat quand on entend tout le reportage sur un rapprochement entre le Hamas et Israël, sur des négociations entre Hamas et Israël sur un cessez-le-feu de long terme. Abou Mazen a pris cette décision pour essayer de secouer les instances de l'autorité palestinienne et essentiellement pour convoquer une session extraordinaire du Conseil national qui, lui, est le responsable de l'élection de nouveaux comités exécutifs de l'OLP. Je veux corriger ce qui a été dit dans le reportage. Abou Mazen continue à être le président Abbas, le président de l'autorité palestinienne continue à fonctionner en tant que chef de l'OLP jusqu'à la convocation du Conseil national qui, lui, va à nouveau demander à Abou Mazen d'accepter d'être élu président de l'OLP, chef de l'OLP et non pas seulement président de l'autorité palestinienne. Selon la constitution de l'OLP, le 2/3 des membres du comité exécutif devraient démissionner pour justifier une convocation extraordinaire du Conseil national. Abou Mazen a pour but d'essayer de changer l'effectif du comité exécutif. Il veut séparer quelques figures comme par exemple le secrétaire général de l'OLP, Yasser Abedrabo, etc. Et c'est pour ce but-là essentiellement qu'a été prise cette décision, mais rien ne change. Abou Mazen continue à être le chef de l'OLP jusqu'à le prochain Conseil national. Il continue à diriger les instances et de l'autorité palestinienne et de l'OLP, mais Abou Mazen essaye de renouveler les instances de l'OLP et de mettre plus ses partisans sur le plan interne. Abou Mazen est en train de faire face à de protestations au sein de Fatah, au sein de l'OLP. On l'accuse de ne pas réussir les négociations avec Israël, de ne pas réussir les négociations avec le Hamas. Et face à ces critiques, Abou Mazen se voit obligé, selon sa vision, de changer, non pas d'affronter les critiques, mais de changer les personnalités qui sont à la source de ces critiques. Alors, il y a autre chose aussi qu'annonce aujourd'hui Mahmoud Abbas, c'est qu'il a bien l'intention de se rendre en Iran, qui, pour lui, dit-il, est un pays frère. Ça, c'est quelque chose de nouveau ou pas? Oui, Abou Mazen voit que Hamas et Israël, les deux grands ennemis, mènent des négociations directes ou indirectes. Il lit la carte que le Hamas essaie de se rapprocher de l'axe sunnite mené par l'Arabie saoudite et de se séparer de l'Iran. Il constate qu'il y a une opportunité pour lui d'envoyer un message et au Hamas et aux pays arabes sunnites qui sont en train de faire tout pour gagner le Hamas à leur côté, que lui, il a aussi d'autres options et que être membre dans l'axe sunnite n'est pas quelque chose de sain pour Abou Mazen et qu'il a d'autres cartes à en discuter. Je ne vois pas comment est-ce que le chef de l'autorité palestinienne, qui a construit toute son image, toute son carrière politique sur la lutte anti-terreur et sur la lutte anti-violence, pourra en fin de compte se réunifier avec l'agenda de la République islamique de l'Iran qui encourage des organisations comme le djihad islamique, comme le Hezbollah, etc. Mais Abou Mazen est en crise. Abou Mazen, il est vraiment en siège politique, sous siège politique mené par des rivaux internes comme Mohamed Dakhalan, comme Mohamed Dakhalan au sein du Fatah, le Hamas, sur la scène palestinienne, et se voit obligé d'envoyer un message que lui aussi a la possibilité de bouleverser les cartes. Merci Ali Waquet pour cet éclairage donc à propos de ce qui se passe à Ramallah au sein de l'OLP. L'image à présent d'un concert de musique reggae où la politique s'est invitée. C'était hier en Espagne, le festival qui accueillait le fameux chanteur juif américain Mati Chiaou après la polémique et les pressions de BDS qui avait appelé au boycott du chanteur. Le concert a bien eu lieu hier, mais vous le voyez, malgré les drapeaux palestiniens et les sifflets des activistes de BDS qui étaient présents dans la foule, Mati Chiaou a répondu en musique et il a notamment interprété l'un de ses titres phares intitulé Jérusalem,
Pas eu d'incident, mais donc ce face-à-face assez inédit entre ce chanteur américain donc, et ces activistes de BDS. Direction à présent le nord d'Israël, un village chrétien palestinien abandonné lors de la guerre d'indépendance en 1948 et dont les familles souhaiteraient pouvoir revenir y habiter. Les voisins israéliens d'aujourd'hui se montrent plutôt favorables à cette demande. C'est un reportage d'Uri Shapira avec Joseph Emmanuel. Le village de Biram, dans le nord d'Israël, elle le connaît par cœur. Naïda Zara se sent ici chez elle comme nulle part ailleurs, même si elle n'y a jamais vécu, même si son père a quitté cet endroit alors qu'elle n'était pas encore née. Pendant la guerre d'indépendance, en 1948, l'armée israélienne prend le contrôle de 2 villages chrétiens, Ikrit et Biram, à quelques encablures de la frontière libanaise. Le tout jeune État juif leur demande aux résidents de partir et leur fait la promesse qu'ils rentreront bientôt. Les habitants expulsés s'installent alors dans différents endroits d'Israël ou du Liban. Ils décident de se faire entendre par la Cour suprême d'Israël 3 ans après. La Cour leur est favorable. Ils pourront donc retourner chez eux. Israël valide cette décision quelques mois plus tard, mais de très nombreuses habitations sont déjà détruites. Un parc se dresse à leur emplacement. Depuis, ils sont nombreux à revenir ici en pèlerinage. Des camps d'été y sont même organisés pour leurs enfants. Ils leur racontent l'histoire de leur village déserté. En 2013, à la fin du camp d'été, les fondateurs du camp et les participants ont décidé de rester sur place. Nous avons alors commencé à vivre ici, à tour de rôle. Nous avons installé des tentes, fermé l'entrée de l'église et des écoles. Nous avons ramené des chauffages et tout le reste du matériel. Nous sommes restés sur place pendant 1 an et demi, jusqu'à ce que le conseil régional nous ordonne de partir. On est retourné au tribunal et la première décision de la Cour a été de nous permettre de rester. Puis le conseil régional a fait appel et nous avons perdu. Nous avons dû partir. 67 ans plus tard, les descendants des réfugiés de Biram recherchent toujours à obtenir réparation. Mais contrairement aux autres cas similaires dans la région, ils se retrouvent face à une certaine compréhension et même une coopération de la part des habitants d'aujourd'hui. D'une certaine manière, c'est un peu comme une facette noire de mon histoire. Je soutiens le retour des évacués de Biram, mais je crois que malheureusement, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Enat est membre du kibbutz Baram, une communauté collective juive construite en partie sur un terrain qui appartenait à la famille de Naïda. De manière assez surprenante, elle, comme d'autres habitants du kibbutz, ne fait pas que soutenir le retour des expulsés, elle fait également connaître leur combat dans les médias. La justice ne peut pas être de mon côté seulement. Ma famille a pu trouver un refuge en tant que réfugiés juifs. Cet endroit est riche d'autres histoires comme la mienne. Ces gens devraient trouver leur place ici aussi. Nous devrions partager. Ces gens n'ont pas résisté à l'ordre d'évacuation et de manière rétrospective. Ils ont laissé leur maison après qu'on leur ait menti. Il s'agit d'une injustice qui peut être réparée. Moi, résident de cette région, je souhaite qu'elle le soit. Certains pourraient s'attendre à ce que Naïda rejette cette main tendue, mais elle l'accepte avec joie. C'est vrai qu'ils occupent notre terre et qu'ils la travaillent, mais ça ne nous empêche pas de dialoguer. Ils ne font pas que reconnaître l'injustice, ils font aussi tout ce qu'ils peuvent pour la réparer. Naïda retourne vers son village et se dit que si les Juifs ont attendu 2000 ans pour revenir sur leur terre, son espoir reste vivant. Voilà, et si on remonte encore plus loin dans le temps, les fouilles archéologiques en Israël sont particulièrement riches en raison de l'histoire biblique de cette terre. Toutes les religions sont d'ailleurs concernées par ces fouilles, comme l'islam, avec cette découverte étonnante dans le nord du pays. Reportage Merav Savir avec Joseph Emmanuel. Ces ruines étaient il y a 1300 ans le palais d'un calife omeyyade. Nous sommes à Khirbat al-Minya, sur la rive nord du lac de Tibériade, en Israël. Dans les années 30, des inscriptions ont été découvertes sur les portes. Ces inscriptions indiquent que le bâtiment a été construit par un commandant appelé Fidel al-Walid. C'est une équipe d'archéologues allemands qui découvre Khirbat al-Minya dans les années 30. Le site est alors une propriété de l'Association allemande de la Terre Sainte. Aujourd'hui, l'Allemagne et Israël mettent en commun leurs efforts avec un objectif, préserver le site de l'usure du temps. Il existe une très longue histoire qui lie l'Allemagne et ce site archéologique. Nous avons une responsabilité, ce sont des chercheurs allemands qui ont découvert l'endroit il y a bientôt 80 ans. Il est normal que ceux qui mettent à jour un site soient également responsables de sa préservation une fois les fouilles terminées. Nous voulons avant tout empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur de la structure. Ensuite, nous souhaiterions nous occuper de l'architecture puis de la préservation des pierres elles-mêmes.
Le projet de préservation devrait commencer dans les prochains mois. Il durera quelques semaines. L'université hébraïque de Jérusalem prenait une part importante lors des fouilles de 2005. Le docteur Katia Citrine faisait alors partie de l'équipe d'archéologues. Quand on visite ce genre de site, on a besoin de faire preuve de beaucoup d'imagination. Derrière ces murs, nous pouvons apercevoir l'alcôve de prière appelée Mishrab. Ce qui est intéressant ici à Minya, c'est qu'il s'agit d'un des endroits les plus abîmés. On peut clairement voir les traces de tremblements de terre. Car la terre a souvent tremblé en cet endroit. Le docteur Citrine pense que le séisme de l'année 1033 acheva de détruire le palais. Il s'agit là d'un fourneau qui appartenait à Kirbat al-Minya quand cet endroit était une usine de production de sucre. Cette production aurait commencé pendant la période des croisades et nous pouvons ainsi dire que Minya a participé à la révolution industrielle. Révolution industrielle, mais également révolution culturelle. Dans tout cet endroit, on a découvert des mosaïques, chacune unique. Elles sont là, juste en dessous. L'archéologie qui touche à la civilisation islamique est encore peu développée. Mais pour les visiteurs, il est aussi important de se souvenir que cet endroit fait partie de l'histoire. Le public doit comprendre qu'il s'agit là d'une partie de l'héritage culturel d'Israël et les gens devraient s'en préoccuper, demander plus d'explications et d'accès à des informations sur chacun de ces sites. Pour le docteur Citrine, la chose la plus importante est de continuer les fouilles, chercher encore et encore, pour enfin mettre à jour toutes les merveilles qui dorment sous notre sol depuis plus de 1000 ans. Direction le Japon. Pour terminer, on sait que le sumo est là-bas un sport national, mais les animaux pratiquent aussi le sumo à leur manière au Japon. Il s'agit de taureaux élevés un petit peu comme ces athlètes gigantesques. Maël Benoliel. Une arène, des taureaux, on se croirait à Pampelune ou à Nîmes. Sauf que nous sommes à Okinawa, dans le sud du Japon. Et ici, la tauromachie se pratique sans matador ni mise à mort. Un combat de taureaux façon sumo que les Japonais appellent le togyu, où les bêtes luttent jusqu'à l'épuisement. Dans les combats de taureaux à Okinawa, le match prend fin quand l'un des deux taureaux a perdu toute volonté de se battre. Aussi bien le gagnant que le perdant peuvent sortir de l'arène vivants et rentrer chez eux. Rien à voir donc avec la corrida qui se pratique en Europe. Cela fait plus de 800 ans que ces combats de taureaux ont lieu au Japon. Des combats moins populaires ces dernières années, mais qui continuent d'attirer un public de connaisseurs. Chaque animal possède une forme de corne qui lui est propre et c'est passionnant de voir comment il utilise cet attribut durant le combat. Autre attribut non moins important, la masse musculaire des animaux. Chaque taureau pèse au moins 1 tonne, un critère de combat. Mais ces champions des arènes n'en restent pas moins fragiles psychologiquement. Quand un taureau perd un combat, il perd de ses moyens. C'est alors à nous de savoir comment lui apporter les bons soins. Et pourtant, nombreux sont ceux qui s'opposent à cette pratique qu'ils considèrent comme barbare. Beaucoup d'autres mettent en avant la qualité et la durée de vie de ces sumo à cornes. Nouveau journal dans un instant complet. Le point sur l'actualité, c'est avec Sarah Gaudron. Bonne soirée.